passant donc par différents châteaux. Vous allez voir les noms au fur et à mesure, je ne vais pas les commenter. Ce qui est original, c'est que ce décor est un décor extrêmement élaboré. Vous voyez que chaque tableau est entouré par une frise aux armes d'Henri IV et de Marie de Médicis, les H et les WM, tout autour. Des enroulements, qu'on appelle des enroulements en cuir, comme dans la galerie François Ier. Et puis, ce décor autour des têtes de cercle est très original, avec dans les petits tableaux de part et d'autre de la base du tableau, des représentations de lieux particuliers de ces documents. Donc, un très joli décor, très original, et puis des chefs-d'œuvre de XVIIe siècle. Ce décor peint a souffert au cours du temps, et surtout au XVIIIe siècle, il y a eu un premier événement très important, c'est que le roi Louis XV, comme je vous le disais tout à l'heure, venait souvent à Fontainebleau avec la cour et avait besoin de loger la famille royale. Quelques mots sur Louis XV. Il devient roi à 5 ans en 1715, à la mort de son arrière-grand-père, Louis XIV. Et on va le fiancer très tôt à une infante d'Espagne qui a 3 ans. Et donc c'est un peu jeune pour faire un héritier. Elle vient à la cour de France, elle est encore née, ça se passe pas trop mal. Il se trouve que Louis XV jeune est très malade souvent, on craint beaucoup pour sa santé. Tous ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont morts avant lui, évidemment, et on craint qu'il meure rapidement sans laisser d'héritier direct des Bourbons. Et le Premier ministre à cette époque-là, dans les années 1725, est le duc de Bourbon, qui est un condé, un cousin du roi. Le duc de Bourbon gouverne au nom du roi, et il a une maîtresse, la comtesse de Prie, qui fait la pluie et le beau temps au palais. Et la comtesse de Prie dit c'est pas possible de continuer comme ça, l'enfant ne donnera jamais d'héritier à temps. Si le roi meurt, les couronnes vont passer à la famille d'Orléans, qui est une famille très belle et qui a préférence pour le condé. Les condés ne peuvent pas puisque le roi, mais si les Orléans deviennent le roi, c'est encore. Donc il faut trouver une solution. Alors la solution qu'on trouve, c'est d'envoyer l'enfant en Espagne. L'Espagne et on va chercher une nouvelle princesse pour remarier le roi. Et donc, féministe a développé quelques livres de 100 princesses européennes. Et on va aider au fur et à mesure de succès sur ce modèle. On va aider les positions de l'Espagne, on va aider les positions fondamentales, d'Orne, qui ont des défauts majeurs. Et finalement, il en reste une. Il n'a pas toutes les qualités requises puisqu'il est issu d'une petite famille finalement assez peu connue. Elle est la fille du roi détrôné de Pologne, Stanislas Leczinski, qui vit en exil en France, en Bavière, dans un petit manoir à la chaussée. Et donc, cette jeune princesse a 19 ans. Le roi Louis XV en a 15. Et tout ça est un peu tiré par les cheveux, mais finalement, on présente la princesse à Louis XV, qui ne la trouve pas si mal que ça. Elle est assez jolie, elle est d'accord, etc. Et elle va lui faire des beaux rêves. Et donc, il se marie ici, au château de Fontainebleau, en septembre 1725. Et en 10 ans, Louis XV va lui faire 10 enfants. C'est plutôt elle qui va lui faire. Ils vont avoir 10 enfants. Et au bout de 10 ans, les médecins disent à la reine, si vous continuez comme ça ne va pas durer éternellement. Si vous voulez rester en vie, puisqu'on mourait beaucoup en couche à cette époque-là, vous en avez déjà fait 10, c'est pas mal, donc arrêtez-vous. Donc elle ferme sa porte au roi, et le roi va se sentir les mains libres pour volter de clocher en clocher, et donc avoir des grandes maîtresses comme Madame de Montespan ou Madame du Barry, dont vous connaissez l'histoire bien évidemment. Alors, sur les 10 enfants, c'est une catastrophe, il y a 2 garçons, dont un meurt très vite, donc il y a un seul dauphin, et il y a 8 filles.
évidemment catastrophique. Sur les 8 filles, il y en a 4 qui ne se marient pas. Celles qui se marient, elles s'en vont. Elles n'étaient pas liées aux 7 péchés capitaux, les filles Ah non, parce que les filles ne pouvaient pas devenir reines. La loi célique disait qu'on était héritier de mâle en mâle par primogéniture. Donc il reste 8 filles, 4 ne se marient pas, et donc le roi doit les emmener partout où il va. Donc pour chaque fille, il faut un appartement. Et on va donc cloisonner les galeries pour faire des appartements pour mesdames, les filles du roi, Madame Première, Madame Seconde, Madame Troisième, Madame Quatrième, parce qu'on ne savait même plus comment elles s'appelaient. Et donc, on cloisonne la galerie, on met sur les murs de bois, on cloue, encore 18e, dans cette galerie du début du XVIIe. Et Louis XVI va continuer, il fait aménager une salle de billard, il fait aménager un escalier pour pouvoir accéder plus directement à l'appartement de la Dauphine, alors qui n'était pas encore roi, l'appartement de la Dauphine était au-dessus, et donc Léon s'est aussi aménagé de l'appartement de la Dauphine, a disparu. Quand Napoléon III arrive ici, il n'y a plus de galerie, et Napoléon III a l'ambition de faire aménager derrière ce mur, il y a une autre cour bordée de bâtiments tout autour. Il y a 4 ailes. Une porte ici. Autour de la cour des princes, et donc le département de princes. Et donc, Napoléon III dit pour accéder à cet appartement, ce serait bien quand même de rétablir une galerie. Donc il demande à l'architecte du château, Paccard, de voir si on peut retrouver la galerie d'origine. On démonte toutes les cloisons, on s'aperçoit que c'est très agréable parce qu'on a cloué n'importe comment. Les plafonds sont encore en bon état, mais les murs sont en très bon état et ça va coûter très cher de restaurer, donc on réfléchit beaucoup. Finalement, Paccard porte les l'empereur et une équipe de peintres sous l'autorité de Denuel vont restaurer l'ensemble de ces tableaux, une gravure d'origine. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une restitution identique du décor d'Henri, qui a été refait donc sous Napoléon III. Et on y a réinstallé 20 têtes de cerf, qui sont toutes des têtes en stuc, qui sont des copies des têtes de cerf de la Fontaine de Lac que vous voyez voir, et dessus des bois de cerf pris à la chasse à cour en forêt de Fontainebleau. Donc c'est des vrais bois de cerf, mais des têtes qui ne sont pas des vraies têtes. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on a refait la galerie en 1610, en 1600, quand le roi commandait des travaux, il fallait que ce soit fait très vite. Il commandait des travaux, puis il fallait qu'au prochain séjour, ce soit terminé. Donc on construisait très vite, et si vite que souvent, il y avait des dégradations qui se manifestaient rapidement, et il fallait refaire des travaux. Et ici, ça ne demande pas, mais ça fait quand même du temps, 35 ans après, où on s'aperçoit que les poutres maîtresses sont en train de ployer. Et donc, il y a 20 poutres qu'il faut remplacer, on les remplace, et on demande à Pierre Poisson, qui est le fils de Louis Poisson, de faire ce décor qui n'existait pas à l'origine. Donc ça, c'est un décor qui date des années 1735, mais toujours sous le notable pour faire de la Médicis. Vous voyez partout les haches en 4 sur les WL de la Médicis, et puis ce décor sur la table de la chasse, avec des hurles de sanglier, des têtes de loup, des chiens, et puis des instruments de chasse, des arquebuses, des carquois, etc. Donc un décor sur la table de la chasse, qui date des années 1600. Cette galerie a été de nouveau restaurée dans les années 1960